Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Vous êtes nombreux à être présents, on vous en remercie. On va commencer à l'heure pour essayer de finir à l'heure. On sait que tout le monde vous avez tous des agendas bien chargés, donc on va essayer d'être efficace. Donc c'est le premier webinaire de l'année pour nous, pour Jagamter. On en fait régulièrement. N'hésitez pas à regarder les informations et nos réseaux sociaux. Vous serez alerté de tous ces webinaires. Alors moi, je suis Olivier Holm, je suis le directeur général de Jagamter. Je présenterai en 2 minutes tout à l'heure Jagamter. Alors je suis accompagné par Paul Domaratsky, qui est le directeur de développement du réseau. Paul, un petit mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes quasiment donc un peu plus de 250 personnes actuellement, donc on va attendre encore quelques petites secondes, juste pour vous présenter effectivement le cadre de ce webinaire. Donc tout d'abord, on vous précise en fait que vos caméras et vos micros sont coupés. En fait, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'éviter de dégrader la bande passante. Donc ça, c'est la première chose, essayer d'avoir un webinaire de qualité. Et puis aussi, évidemment, pour les micros, c'est d'éviter les bruits et ainsi que les parasites. Alors, bien entendu, si vous souhaitez réagir, vous avez en haut à gauche deux boutons. Le premier bouton qui s'appelle Conversation. En fait, dans cet espace, vous allez pouvoir réagir si vous le souhaitez. Et dans le deuxième bouton légèrement à droite qui est indiqué Q et R, donc sous-entendu questions et réponses, eh bien dans celui-ci, vous allez pouvoir poser vos questions. Évidemment, nous ferons le maximum pour vous apporter les réponses. Alors donc, vous l'avez bien compris, toutes les questions que vous allez pouvoir poser, faut les poser dans l'espace questions et réponses. Alors nous sommes ensemble jusqu'à midi. On va faire le maximum pour répondre au maximum de questions. Peut-être qu'on ne répondra pas à tout. Veuillez nous en excuser par avance. On sait que vous avez et nous avons aussi un timing à gérer. Et donc, vous l'aurez compris, pour finir sur cette présentation, je serai donc ravi d'être aux côtés d'Olivier pour être le modérateur de ce webinaire. Olivier, je te repasse donc la parole. Merci Paul. Donc on va attaquer tout de suite. C'est parti pour les nouveautés 2025. Alors vous allez voir apparaître. Ça doit être bon. euh, le PowerPoint qui permet de voir tout ça. Donc bien sûr, ce webinaire sera en replay, vous aurez l'occasion de le revoir. Je le redis aussi, je le redirai à la fin, vous pouvez contacter vos agences, vos cabinets Diagamter partout en France qui possèdent les présentations et les connaissances et compétences pour vous faire une présentation en tête à tête si nécessaire. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site web. Un petit mot, comme je vous dis, je vais être très rapide. 2 minutes sur Diagamter vu la liste des participants, vous êtes très nombreux à nous connaître, donc on vous en remercie déjà. Mais un petit mot quand même pour rappeler qui nous sommes. Donc on a 28 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic immobilier, ça commence à faire. Pour les mois commençant à avoir des cheveux gris. Plus de 110 000 diagnostics réalisés par an, donc ça veut dire 110 000 biens visités par an partout en France. Donc vous faites ça depuis 28 ans, là c'est pas toujours plus de 100 000 par an, mais globalement depuis 15 ans c'est à peu près le cas, donc ça représente quelques millions de biens visités. Nous possédons plus de 170 agences, y compris aux Antilles, en Corse, etc. Nous sommes positionnés un peu partout en France, 430 collaborateurs. La démarche RSE, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, c'est pas l'objet, c'est très important pour nous. Donc on agit dans plein de domaines dans ce niveau-là. Les avis, et merci à tous ceux qui mettent des avis, plus de 30 000 avis clients et des très bonnes notes, et tant mieux, c'est notre fierté, notre engagement, et c'est pour nous un indicateur important de satisfaire notre client. Et nos valeurs, ça c'est essentiel, c'est ce qui dirige l'entreprise. C'est mon rôle en tant que directeur général d'employer, de mettre en place ces valeurs et de s'assurer que tout le monde les utilise, hein. Donc vous les avez affichées à l'écran, je ne vais pas revenir, je vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Là, je vous ai mis une petite info sur les services innovants parce que ça fait partie de notre ADN. L'innovation. Ça fait 28 ans qu'on existe, 28 ans qu'on innove. Il y aura encore des nouveautés en 2025. Je ne peux pas vous les dire. On garde la surprise pour les mois à venir. Mais on a de très belles nouveautés, notamment au niveau des schémas. Allez voir, consultez, allez voir vos agences. Vous verrez qu'on fait de très très beaux schémas, 2D, 3D, etc. Avec plein de possibilités de partage, y compris avec vos clients finaux, candidats acquéreurs ou candidats locataires. Alors 2025, de nouveau des nouveautés.
Oui, de nouveau, parce que chaque année, je lui dis, ça fait 28 ans que dans le diagnostic immobilier, il y a toujours des nouveautés. Alors, dans beaucoup de professions, c'est le cas. Si je prends un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent, les prêts bancaires, notamment les prêts immobiliers, hein, on attend toujours le plan de financement du budget de l'année suivante pour pouvoir voir ce qu'on pourra faire. Là, c'est un peu le cas, mais dans le diagnostic, c'est pareil. Il y a toujours des nouveautés. Alors, ça évite la routine. Globalement, et généralement, c'est quand même fait pour améliorer le système. Ça peut des fois rendre un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour essayer de vous expliquer quelles sont ces nouveautés en détail et aussi de vulgariser, les simplifier et que vous puissiez repartir avec des idées à peu près claires sur ces nouveautés. Alors, que va-t-on voir pendant cette heure? Donc, à peu près 35-40 minutes de présentation. Et après, on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Les DPE, diagnostic de performance énergétique, on passe un petit moment dessus. Les audits énergétiques qui sont liés également au DPE. Les diagnostics de copropriété. Donc, ces trois parties-là, trois blocs-là, représentent trois grandes nouveautés pour 2025. On les verra. Et il y a également, ne pas oublier, l'obligation de débroussaillement qui a commencé au 1er janvier 2025. On va essayer une information pour lutter contre les feux de forêt, avec des petites finesses quand même à comprendre, hein. C'est pas aussi simple que ça. Et puis des questions généralistes sur d'autres sujets, sur notre profession, pour puissiez être au courant un peu de ce qui se passe, hein, et de ce qui va se passer surtout. On va attaquer par les DPE. Alors, les DPE, on a fêté les 18 ans du DPE en 2024. Alors, c'est effectivement l'âge de la majorité, mais est-ce l'âge de la maturité? On va le voir. Il y a des 18 ans, 19 ans maintenant cette année de pratique de DPE en France, ça commence à faire. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Et on va voir qu'il y a encore des évolutions qui arrivent cette année. La grande évolution de ces 3-4 dernières années, c'est l'impact du DPE Pardon. dans les actes de vente, des actes de location, dans les travaux pour obtenir des prêts de rénovation. Donc le DPE a une importance. Vous le savez, pour la plupart qui sont ici, vous le savez tous. Il y a le DPE est impactant. Pardon Oui. Olivier, excuse-moi une petite seconde, j'en profite parce qu'apparemment il y a des commentaires me disant qu'il n'y a pas de PowerPoint. Ah, Je suis surpris parce que moi je le vois bien, il est visible pour moi, voilà, d'accord, excuse-moi Olivier, je suis désolé, ça nous met impossible d'afficher le contenu. Je ne sais pas si, voilà, Mehdi et Damien sont actuellement en train de regarder donc au service informatique. Il y a des personnes qui voient le PowerPoint, d'autres pas, moi je le vois bien. On va regarder ce qui se passe. Merci de votre patience. Voilà, j'ai Andrea qui dit si, ça fonctionne. Visible également. OK. Merci beaucoup. Merci à tous et on on- continue. Pardon, Olivier, merci. c'est pas grave. On va regarder. Je vais un peu plus commenter les On belles est images OK. que vous avez, Ça fonctionne. que vous avez à l'écran. Et voilà, il y a peut-être, je vois, il y en a qui certains, ça refonctionne après la reconnexion. C'est les inconvénients du direct. Donc les DPE. Allez, les nouveautés en 2025, on va voir qu'il y en a quelques-unes. Le point important, tous les DPE réalisés avant juillet 2021 ne sont plus valides. Transactions, location, enfin quel que soit le DPE, ils ne sont plus valides. Seuls sont valides les DPE réalisés selon les conditions en vigueur au 1er juillet 2021. Alors vous le savez, pour la plupart, la durée de validité du DPE, c'est 10 ans. On peut se dire, mais j'ai un DPE qui date de 2019, il peut encore étudier. Non, c'est plus le cas. La réglementation a cassé, entre guillemets, cette validité. C'est-à-dire que les DPE qui sont faits actuellement ont bien toujours une durée de validité de 10 ans. Mais par contre, il y a un avant-après 2021 qui est impactant. Alors pourquoi justement ils ne sont plus valides? C'est que les méthodes de calcul ont changé en 2021. C'est-à-dire qu'un DPE qui a été fait avant 2021 ne peut plus être comparé par un DPE qui est fait maintenant. Or, un point important du DPE, c'est de comparer des biens entre eux à travers les DPE. C'est-à-dire je suis dans une rue, je peux comparer un bien qui est classé F par rapport à un bien classé D. C'est-à-dire la même famille, la même composition de famille qui va aller dans le bien F, dans le bien D, il y aura le même niveau d'énergie, il y aura un niveau d'énergie qui sera bien F effectivement d'un côté, bien D de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont un peu plus consommer d'un côté que de l'autre pour les mêmes occupants. Donc la réglementation a dit tout ce qui est avant 2021, on fait une croix dessus. Les modèles et les moteurs de calcul ont énormément évolué, en bien pour être clair, hein, énormément en bien. Et on verra après, je vais remontrer, vous l'avez vu, mais on va voir le modèle de rapport également évoluer. Avant, le modèle de rapport n'était pas clairement marketé, hein, il n'était pas très clair, il fallait avoir Bac plus 12 un peu pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Il est beaucoup plus simple et plus intéressant.
Alors, il y a eu des nouveautés quand même, je le rappelle, en 2024, notamment pour les petites surfaces, les moins de 40 mètres carrés. Vous le savez, au 1er juillet 2024, il y a un coup de rabot qui a été fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, il n'y a pas réellement de fondement scientifique, mais entre guillemets, il y a un coup de rabot qui a été fait pour les biens de moins de 40 mètres carrés, avec un impact sur les étiquettes. Pour être clair, l'impact sur les étiquettes, c'est surtout pour les tout petits biens de moins de 28 mètres carrés. Le reste, c'est à la marge, hein. Quand vous avez des petits studios de moins de 28 mètres carrés, effectivement, vous pouvez gagner quelques étiquettes. Pour le reste, entre 28 et 40 mètres carrés, il y en a beaucoup moins. Donc, ça a permis quand même à de- quelques milliers de DPE d'évoluer, quelques milliers de biens, pardon, d'évoluer. Un point important quand même, et on en a entendu parler, il y a eu un suspense jusqu'au 31 décembre 2024, l'interdiction de louer des biens classés G. Alors à l'heure actuelle, effectivement, il est interdit de louer des biens classés G. Il y a quelques exceptions, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est effectivement la lettre G. Depuis le 1er janvier 2023, il y avait déjà une interdiction de louer pour une consommation, on appelait ça G+, une consommation supérieure en énergie primaire de 450 kWh par mètre carré par an. Donc c'était compliqué, il fallait regarder où on était exactement. Maintenant, c'est plus simple, plus contraignant, mais c'est plus simple, c'est lettre G. Alors pour rappel, la lettre maintenant, c'est une des évolutions de 2021. La lettre G prend en compte la consommation d'énergie, mais également les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'ensemble des deux qui classe le bien. Jusqu'au 31 décembre 2024, nous regardions pour l'interdiction de louer, les fameux 450 kWh d'énergie primaire mètre carré par an, nous ne regardions que la consommation d'énergie, pas l'émission de gaz à effet de serre. Maintenant, c'est terminé. C'est la lettre G qui devient référente. Donc tous les biens classés G ne peuvent plus être loués en 2025. Pour les contrats en cours, on peut tout à fait les louer, hein. C'est pour les nouveaux contrats. On pourra revenir dessus par la suite si vous le souhaitez. Et bien sûr, ça va évoluer avec le temps. Il y a des dates 2028, 2034, etc. où ça évoluera. Sauf si d'ici là, il y a des changements. On parle même de discussions actuellement avec Valérie Létard, la ministre du Logement, éventuellement d'assouplissement de ces règles des biens classés G. Donc on verra, bon, c'est des discussions permanentes. Pour l'instant, c'est la situation est telle quelle, interdiction de louer des biens classés G. Donc deux informations au 1er, et au 1er janvier. Les DPE réalisés avant juillet 2021 ne peuvent plus être utilisés et interdiction de louer des biens classés G, avec quelques exceptions derrière. Alors, je remets juste, hein, vous savez tous ce que c'est que le modèle de rapport des PE, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est une grande évolution par rapport à 2021. On ne se souvient plus, mais 2021, il n'était pas comme ça. Alors, il y a beaucoup plus de couleurs, mais c'est fait aussi pour avoir une meilleure vision. Il y a des informations complémentaires. Je vais prendre un exemple. Vous avez ici le confort d'été hors climatisation qui est assez intéressant. Souvent, on regarde que la première page. Dans les autres pages, il y a des informations. Là, je prends un exemple, le confort d'été. C'est intéressant pour ceux, notamment, mais pas que, qui habitent dans la moitié sud de la France, mais on sait que maintenant, c'est un peu partout. Ça peut indiquer au futur acquéreur, au futur locataire, si il va ressentir de la chaleur dans le bien, effectivement ou pas. Donc, on voit ici, je ne sais pas, ma vue baisse, donc je n'arrive pas à voir où c'est, mais a priori, l'été, ça doit être difficilement supportable. Ça peut être difficilement supportable. Donc, dans le DPE, vous avez plein d'informations en dehors de cette première page. Donc, l'objet de cette présentation n'est pas de commenter toutes les pages, mais vous pouvez voir ça avec votre correspondant local Jagamter. Il est tout à fait possible d'avoir d'autres informations beaucoup plus complètes au sein des rapports. Les travaux sont un peu mieux présentés et les évolutions possibles suite aux travaux sont beaucoup plus claires. On voit clairement à quelle étiquette on peut arriver si on réalise les travaux qui sont préconisés dans le DPE. Les travaux ne sont que des préconisations, mais ça permet d'avoir une idée de ce vers quoi on va aller si on fait les travaux a priori. Oui, pardon Olivier, j'ai Oui. une question qui est arrivée justement sur la lettre G. Alors, j'en profite pour faire une remarque. Vous êtes presque 400 personnes, donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je vois bien les questions arriver. Ne soyez pas, comment dire, trop pressés sur les réponses. On le fait, il n'y a aucun souci. Merci de votre patience. Alors, on a une première question qui dit: Bonjour, pouvez-vous expliquer la lettre G en énergie primaire?
car l'interdiction est sur l'énergie finale. euh, et avec système de chauffage électrique, on peut toujours louer. C'est pas très clair, hein, mais je crois que la question Je- porte surtout sur le fait qu'on soit en lettre G, en énergie primaire, mais l'interdiction est sur l'énergie finale. Est-ce qu'on peut éclairer ce Alors, point? ça, c'était le cas. C'est quelqu'un qui suit bien le dossier, effectivement. Merci pour cette remarque. C'était le cas jusqu'à fin 2024, où on parlait d'énergie finale. On parle toujours d'énergie finale, énergie primaire, mais il y avait une interdiction qui portait sur l'énergie finale. Maintenant, c'est à la lettre G. Donc, la lettre G, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est énergie primaire plus émissions de gaz à effet de serre. C'est les deux. On n'a pas regardé, jusqu'en fin 2024, il fallait regarder la quantité, les 450. Maintenant, on n'a plus à regarder, hein. C'est la lettre qui fait foi, et la lettre est la combinaison des consommations d'énergie et des gaz à effet de serre. Donc c'est voilà la nouveauté, ça clarifie un peu, hein, parce que l'année dernière c'était un peu plus compliqué à comprendre. Il fallait creuser dans le détail. Il y a la distinction énergie finale et énergie primaire et fait objet de débat. Il y a un des fonds scientifiques derrière, mais il y a aussi Tant pis pour quelques ceux débats qui entendent. possibles avec ça. Autre et dernière petite question sur ce sujet-là, avant d'enchaîner, pardon, Olivier, Oui, on qui pourra est revenir à la fin intéressant. aussi, hein, si nécessaire, à la fin de la Voilà, présentation. qui est intéressante aussi, c'est les travaux qui sont préconisés sont-ils opposables, hein? Donc là, c'est plus ne sont pas opposables, mais est-ce qu'on peut préciser ce point sur la Non. préconisation des travaux et sur l'opposabilité des travaux? Alors, bonne question. Alors, l'opposabilité du DPE, c'est une nouveauté de 2021. L'opposabilité porte sur l'état des lieux du bien, l'état des lieux de la performance énergétique du bien, c'est-à-dire sur les étiquettes. Les étiquettes sont opposables, c'est-à-dire que réellement, il y a un engagement clair derrière. Les travaux ne sont pas opposables. On va le voir, c'est la différence avec l'audit énergétique. On verra après. L'audit énergétique, les travaux sont opposables. Pour les DPE, les travaux ne sont pas opposables. Ça ne veut pas dire que le diagnostiqueur, clairement, doit faire n'importe quoi. C'est pas une loterie, hein. La seule notion, c'est que le candidat acquéreur, l'acquéreur ou le locataire ne peut pas se prévaloir des travaux pour remettre en cause la location du bien, des recommandations de travaux pour remettre en cause la location ou l'achat du bien. C'est la seule petite distinction, qui est importante quand même. Mais voilà. Donc la notion d'opposabilité sur le DPE porte sur les étiquettes, en clair, hein, et sur l'ensemble des données qui ont été relevées, mais pas sur les travaux qui sont préconisés. Par contre, ça ne veut pas dire que les travaux préconisés doivent être faits n'importe comment, hein. Il y a une responsabilité quand même du diagnostiqueur pour faire des travaux préconisés qui correspondent à une réalité technique, hein, clairement, possibilité technique du bien. On ne rentre pas dans les détails, donc on ne va pas aller dans le détail tel qu'on le fait dans l'audit, on verra après, mais c'est le cas. Il y avait une question aussi, je crois, tu m'avais dit sur les convecteurs électriques, etc., etc. Il y a souvent, on dit, ben, s'il y a des convecteurs électriques, on ne peut plus louer. Alors, c'est une règle simplifiée, mais en clair, il y a une pénalité. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que là, on va rentrer dans le domaine scientifique. Il y a une pénalité qui est faite sur l'électricité en termes d'énergie primaire. C'est les grands débats actuellement en France, hein. Certains diraient, c'est pas le cas, c'est normal par rapport au gaz, etc., etc. Donc, effectivement, si vous avez des convecteurs électriques, vous pénalisez considérablement le bien. Et une des solutions préconisées, souvent, il faut mettre je mets des guillemets parce que ça peut varier, mais une des solutions pour sortir du G, bah, c'est arrêter c'est supprimer les convecteurs électriques et les remplacer par d'autres systèmes. Les pompes à chaleur, par exemple, hein, c'est un peu il y a des aides pour ça, ou d'autres systèmes, même le gaz, hein, on peut mettre autre chose. Mais les convecteurs électriques sont effectivement très pénalisants pour le bien. Ça sera encore le cas cette année. Je vais continuer. S'il y a des questions, Paul, t'hésites pas, pardon, à m'interrompre. Et sinon, on les reprendra tout à l'heure, hein. Alors ça, c'est une grande nouveauté. C'est lié à ce qu'on a vu précédemment, hein, les locations, les locations de meublés de tourisme, pour être clair, Airbnb, Abritel, etc., n'étaient pas concernées avant novembre 2024 par les interdictions de louer. C'est le cas maintenant. Alors attention, maintenant que je dis ça, il y a des nuances derrière. Vous savez, c'est la difficulté de la réglementation. Il y a un cas général, on ne peut plus louer de biens classés G, et après, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, par exemple, pour les locations en cours. Actuellement, les gens qui sont en location ont le droit de rester dans le bien. On n'a pas à les chasser, hein. Il n'y a pas de problème. La location est valable. Ils peuvent rester dans le bien jusqu'à que le contrat soit renouvelé. Les dépôts de meublés de touristes, donc pour être simple, on va dire Airbnb, l'interdiction de louer, pardon, s'applique pour les nouvelles demandes de mise en location Airbnb. Alors, vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous le savez, mais on peut avoir certaines personnes qui mettent sur Airbnb
sans demander l'autorisation en mairie. Hein. Donc, il y a une autorisation en mairie qui doit être faite, une déclaration doit être faite en mairie. Et donc, depuis novembre 2024, dans le cadre des nouvelles déclarations en mairie, si le bien, il faut présenter un DPE, si le bien est classé F ou G, il ne pourra pas être loué. Il ne pourra pas être mis en location. Uniquement pour les nouvelles mises en location. Pour les locations actuelles, on a jusqu'en 2034. Donc on a encore 10 ans, 10 ans devant nous. Ce sont pour les locations qui doivent être mises en place maintenant. Ça, c'est le premier point. Donc pas toutes les locations Airbnb, uniquement les nouvelles qu'on va mettre en place, qu'on va déclarer en mairie. Deuxième point, c'est pas pour toutes les communes. Mais contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de communes. Donc il y a un décret qui définit tout ça. Quelles sont les communes dans lesquelles on doit faire, si on veut mettre en location un bien, on doit faire un DPE. Donc toutes les communes supérieures à 200 000 habitants. Alors, vous les avez à l'écran, alors je vais préciser quand même pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas voir les PowerPoint. Donc Paris, Nice, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Rennes et Montpellier, les grandes capitales régionales, ça, quel que soit l'arrondissement, le quartier, tout ce que vous voulez, on met en location sur Airbnb ou équivalent, une nouvelle demande, déclaration de mise en location, devra faire l'objet d'un DPE. Et si je suis classé F ou G, je ne pourrai pas mettre en location le bien. Donc on fait le DPE en amont pour être sûr de pouvoir le faire. Les communes de la petite couronne parisienne, c'est-à-dire la première couronne parisienne, tous les départements qui entourent Paris sont concernés également. 100% des 3 départements entourant Paris, donc 100% des communes de ces départements. Donc on est déjà quelques millions, avec quelques dizaines de millions de personnes hein, au total si on additionne tout. Et après, vous avez toutes les communes soumises à la taxe sur les locaux vacants. Il y en a énormément en France, énormément. Vous avez des communes moyennes, Ajaccio, Annecy, etc. Il y a même des petits villages, hein, des fois, qui sont concernés. Souvent dans les zones touristiques. Mais maintenant, on va dire la France est un grand pays touristique. On peut faire du tourisme un peu partout. Donc, on en a un peu partout. Vous allez sur le site web d'Iagamter. Il y a une page actualité. Vous regardez l'actualité sur la location des meublés de tourisme et vous aurez accès à la liste des communes pour lesquelles le DPE est obligatoire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions Oui, Paul? merci Olivier. J'ai une question donc sur le sujet. Je vois et merci beaucoup les questions qui restent en suspens au sujet du DPE. On y reviendra en fin de présentation. Pour le sujet là, donc des meublés de tourisme. Voilà, j'ai la page qui saute puisque vous continuez dans les questions. On a donc le texte de loi n'indique-t-il pas en fait 10 ans pour se mettre à jour pour les Airbnb? Oui, pour les Airbnb qui sont déjà en location. Alors pour être clair, Paul et moi, nous sommes au siège de Diagamter, qui est à Toulouse. Il y a beaucoup de Airbnb à Toulouse. Donc tous ceux qui sont en place, ils ont 10 ans pour se mettre en règle. Donc c'est Et loin, de, mais ça peut être court. Par contre, pour les nouveaux, je suis par exemple propriétaire d'un bien que je souhaite mettre sur Airbnb, je devrais faire une déclaration en mairie, c'est obligatoire. Et dans le cadre de cette déclaration, la mairie va exiger la présence d'un DPE. Et si je suis F ou G, je n'aurai pas l'autorisation de le faire. Il y a des amendes, hein, y compris en cas de fausse déclaration, qui sont assez sévères. Hein, c'est entre 10 000 et 20 000 euros, suivant les circonstances d'amende en cas de fausse déclaration ou de non-respect simplement de cette réglementation. Je ne déclare pas en mairie, j'ai 10 000 euros d'amende. Je déclare un faux DPE, c'est pareil, etc., etc. On reviendra et peut-être après sur les questions. Tu voilà, me parce que diras. je regarde les autres, c'est plutôt, je vois d'autres questions Ça peut être sur frustrant, le peut-être des webinaires, DPE. mais on prendra les questions par la suite. Et surtout, on vous donnera les Allez, c'est moyens de nous bon. contacter par la suite. Merci. Alors, les DPE travaux rénovation, euh, le DPE, il y en a beaucoup. Et souvent, c'est comme la bière ou le vin. Hein. Vous avez du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé. Vous avez des bières brunes, bière blonde, bière ambrée. Ben, les DPE, c'est pareil. Il y a différents types de DPE. Vous avez des DPE pour la vente, pour la location, des DPE pour le collectif, on le verra par la suite, hein, dans le cadre des copropriétés. Et vous avez des DPE également dans le cadre de travaux de rénovation. Actuellement, en France, il y a des dizaines de milliers, je pense qu'on dépasse largement les 100 000, hein, des dizaines de milliers de DPE qui sont réalisés dans le cadre des travaux de rénovation. Alors, que sont ces DPE? En clair, en gros, pardon, il y a 3 types de DPE. Les DPE dits projetés, les DPE avant travaux, les DPE après travaux, exigibles pour certains travaux. Les DPE projetés, par exemple, ils sont notamment obligatoires dans le cadre des PTZ dans l'ancien. Alors, je ne reviens pas sur la réglementation PTZ, il y a toujours un suspect de savoir si
elle va être reconduite ou pas. Mais c'est pas que, hein, c'est aussi dans le cas de certains prêts bancaires. Le DPE projeté, c'est quoi? C'est le Junkscaler va faire un DPE en mettant les informations, les caractéristiques thermiques du bien telles que souhaitées dans le cadre de travaux qui sont envisagés dans le cadre du prêt qui va être fait. Donc j'envisage de faire des travaux d'isolation, de changement de chaudière. Ben, on va considérer le bien tel qu'il sera une fois les travaux réalisés. Donc c'est une projection dans l'avenir de la façon dont les travaux vont être faits. Donc ce qu'on appelle le DPE projeté. Le DPE avant travaux et après travaux est très demandé également dans le cadre de prêts de crédit bancaire. Vous avez, à titre d'information, c'est de la publicité, mais ils ont communiqué, il y a un communiqué de presse qui est paru cette semaine ou la semaine dernière de la Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui a annoncé dans le cadre de crédit immobilier, il y a des facilités sur les taux, les échéances sur 3 ans, etc. Si un DPE avant travaux était fait, un DPE après travaux était fait avec des gains d'étiquette derrière, il y a des prérequis derrière. Donc il y a le Crédit Agricole, enfin quasiment toutes les banques le font maintenant, hein, DPE avant travaux et DPE après travaux. Le DPE avant travaux, c'est quoi? On va faire un DPE normal, l'état du bien. Par contre, dans les préconisations, on va mettre les préconisations souhaitées dans le cadre des travaux qui vont faire l'objet du prêt derrière. Et le DPE après travaux, bon, on revient après, vérifier que ça a bien été fait et qu'on a bien un gain de consommation énergétique derrière. L'idée globale, c'est que les travaux, le gain de la performance énergétique du bien va permettre de financer une partie du prêt derrière. Donc ça, il y en a beaucoup, hein, énormément, hein, pour être clair, c'est souvent important. C'est des prêts importants parce que ça permet de faciliter l'achat des fois de biens anciens sur lesquels des travaux sont envisagés, ou des biens mis en location, on en parlait tout à l'heure. Donc il n'y a pas à avoir en tête. Alors je le précise quand même, ça aussi c'est un suspense, ça fait 3 ans que chaque année on alterne. Le maintien de la suspension de réaliser un DPE pour les aides MaPrimeRénov' Monogeste. En début d'année 2024 jusqu'au mois de mai, il était obligatoire pour obtenir une prime, une aide MaPrimeRénov', ce qu'on appelle Monogeste. Je veux faire un travaux d'isolation uniquement. Je veux changer, mettre une pompe à chaleur uniquement. Je devais faire un DPE. Maintenant, c'est plus le cas. C'est une recommandation, mais il n'y a pas d'obligation euh, à ce niveau-là. Donc les travaux de rénovation, beaucoup de DPE réalisés pour obtenir des prêts, essentiellement pour obtenir des prêts, différents prêts. Derrière, dans le cadre de MaPrimeRénov', c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus compliqué. Ce qui a été en deuxième semestre 2024 a été reconduit en 2025. Il y a quelques suspens actuellement. Si vous regardez l'actualité cette semaine, on dit que les distributeurs type Leroy Merlin ne pourront plus faire bénéficier leurs clients de MaPrimeRénov'. Donc il y a des grandes discussions actuellement derrière, mais globalement, tout ceci va être reconduit. Un point important, je précise quand même, parce que ça fait partie des points qui participent à l'amélioration et l'homogénéisation des DPE. Il y a beaucoup, ce qu'on appelle de DPE bashing. Vous êtes professionnel de l'immobilier, vous aussi, vous êtes des fois confronté à des articles dans la presse ou des reportages où on a tendance à taper un peu sur le DPE et donc directement sur le diagnostic immobilier. Des fois à juste titre, mais pas tout le temps, et la majorité du temps, fort heureusement, ce n'est pas le cas. Donc il y a une norme qui va être créée. Alors on est dans un système actuel politique, on limite les normes, mais il faut avouer que pour tous les diagnostics qui existent dans notre métier, les diagnostics où vous avez une certification, donc l'amiante, le plomb, les thermites, l'électricité, le gaz, etc., il y a toujours une norme qui explique comment on doit faire le DPE. Comment on doit faire les diagnostics, pardon. Pour le DPE, ce n'est pas le cas. Les DPE, il y a des arrêtés qui disent les moteurs de calcul, comment tout ça doit mouliner, on passe par des logiciels, et qui nous disent le modèle de rapport, mais ils n'expliquent pas la méthodologie. Donc là, il y a un travail qui est fait au sein de la FNOR pour créer une norme qui devrait aboutir en 2026, qui va permettre d'homogénéiser les pratiques et là aussi d'améliorer les DPE, enfin en tout cas la fiabilité des DPE. Alors on va passer aux audits énergétiques. Je le répète, hein, s'il y a des questions, comme je ne vois pas les questions, s'il y a des questions sur les DPE, on pourra revenir un peu dessus. Et de toute façon, vous pourrez nous contacter après, on vous dira comment nous contacter pour avoir des réponses plus précises. C'est un peu la difficulté de cet exercice, hein, sur une petite heure de tout aborder, c'est un peu compliqué. Alors les audits énergétiques pour les biens classés E. Donc on fait le lien par rapport au DPE, on va passer aux audits énergétiques pour les biens classés E dans la transaction. Donc c'est une obligation nouvelle depuis ce 1er janvier. Un petit rappel, l'audit, c'est quoi? C'est obligatoire dans le cadre de la vente d'une passoire thermique. Ça a été instauré par la loi climat et résilience. C'est donner un petit coup de pouce, entre guillemets, ou forcer un peu la main, pour être clair, pour essayer de donner des possibilités pour améliorer l'étiquette du bien
et donc limiter les déperditions thermiques du bien et améliorer la performance énergétique du bien. C'est-à-dire, vous achetez, vous pouvez toujours continuer à acheter des passoires thermiques, hein, ça n'interdit pas de les acheter. Par contre, on vous incite un peu derrière à faire des travaux derrière. On va vous inciter au départ par le DPE, on vous annonce que vous êtes F ou G, ou E. Maintenant derrière, on va dire, bah, on va vous obliger à faire un audit énergétique pour vous laisser des perspectives de travaux derrière qui vont permettre d'améliorer votre bien et éventuellement de faire des économies d'énergie et donc des économies en euros derrière par la suite. Donc c'est obligatoire dans le cadre d'une vente pour les biens en monopropriété euh, classés énergivores pour le DPE. Donc maintenant, E, F ou G. Il intègre le fameux DDT, le dossier de diagnostic technique. Et pour cela, on va s'appuyer sur des calculs du DPE. Pour faire un audit énergétique, on repart toujours d'un DPE. S'il n'est pas fait, bon, on va faire le DPE, on va faire l'audit énergétique derrière. Il y avait plusieurs audits énergétiques encore jusqu'à la fin d'année 2024. C'est terminé. Il n'y a plus qu'un seul audit énergétique. Vous aviez des audits énergétiques pour les maisons neuves, des audits énergétiques pour la transaction, des audits énergétiques pour avoir mes primes rénov, etc., etc. On a maintenant un seul audit énergétique fait suivant la même méthode de calcul, 3CL et du chiffrage, etc. On va voir comment c'est fait. Donc il y a une uniformisation du modèle de rapport de l'audit énergétique et de la méthodologie. On peut comparer des audits énergétiques entre eux. Alors la méthode de calcul dite 3CEL, je ne vais pas revenir dessus, mais un petit mot, c'est une méthode dite conventionnelle. C'est valable pour le DPE et pour l'audit, ça. C'est-à-dire qu'on considère, on ne prend pas en compte, quelqu'un vend un bien, on ne va pas prendre en compte, ils sont un couple et un enfant, on ne va pas prendre en compte la façon de vivre de cette famille de trois. Parce que le bien est peut-être un T4, il y aura peut-être plus de personnes qui vont habiter derrière. Les personnes, elles sont peut-être 3 mois dans l'année ailleurs dans un autre bien et dans le secondaire. Les personnes peut-être travaillent ils sont peut-être en permanence en télétravail tout le temps à la maison ou inversement, etc., etc. Donc on prend une situation dite conventionnelle. On va considérer que le bien va être chauffé pendant toute la saison hivernale à 19 degrés. Euh, on va considérer que les personnes, pendant une semaine, ils ont le droit à une semaine de vacances l'hiver, c'est sympathique, vont pouvoir, on va arrêter de consommer. Donc il y a quelques règles comme ça qui permettent d'uniformiser les méthodes de calcul. Et c'est ce qui s'appelle la méthode conventionnelle. Ça permet de comparer des biens entre eux. On va considérer que la famille conventionnelle, la famille Martin, c'est la même famille pour tous les DPE de France qui va se balader dans tous les biens de France et on peut comparer si la famille Martin va dans le bien A, bah, elle aura telle consommation, dans le bien B, elle aura telle consommation, etc., etc. Oui, peut-être une remarque, Oui, Olivier. J'en profite puisque nous sommes sur l'audit énergétique, qui peut être intéressante et nourrir un peu le débat. Si vous voulez bien, j'essaie de donner la parole un peu à tout le monde parce qu'il y en a qui sont très très actifs, donc vous comprendrez que je vais pas tout le temps prendre vos questions. Je vais essayer de donner je le disais, la parole un petit peu à tout le monde. Alors, j'ai NN qui est intéressant parce que c'est un peu le débat qui dit on oblige le propriétaire de biens classés E, F, G à faire un audit énergétique lors de demandes d'aide MaPrimeRénov'. Cet organisme oblige l'acquéreur à refaire un audit énergétique car il ne s'engage pas sur l'audit énergétique des diagnostiqueurs. Ça, c'est un sujet intéressant. Double emploi, double coût inutile, pardon, c'est honteux, nous dit NN. Est-ce qu'Olivier, on peut éclairer cette partie sur les audits énergétiques des diagnostiqueurs? oui. Et là, c'est c'est le directeur général qui vous parlait. Je suis d'accord, c'est honteux. C'est honteux parce que c'est faux. On a même, alors, et Paul le sait très bien, on a tous les documents hein, de l'ANA hein, qui expliquent bien, et c'est la réglementation, donc c'est pas. Mais l'ANA a réalisé des documents qui traduisent la réglementation et qui expliquent bien qu'un diagnostiqueur peut tout à fait faire les audits énergétiques dans ce cadre-là. Il n'y a aucun problème. Je parle des monopropriétés. Je ne parle pas des copropriétés, je parle des monopropriétés. Il n'y a aucun problème. Je le redis, hein, c'est pas de la méthode Coué, c'est une réalité réglementaire. La direction de l'ANA au niveau France le sait. On discute un peu. Dans les territoires, il y a des agences, ça se passe très bien et on remercie tous ceux qui travaillent à l'ANA, ADIL, etc. Il n'y a pas de problème, ils prennent les audits énergétiques sans problème. Mais d'autres ont encore peut-être des freins qui peuvent être faits par des habitudes de travailler avec telle personne, telle personne, telle personne, tel auditeur énergétique pour être clair. Donc, est-ce que c'est honteux? Oui, c'est honteux. Est-ce qu'effectivement on ne peut pas, c'est interdit? Non, c'est pas du tout interdit. Ce qu'il faut être vigilant, c'est que le Dieng Seeker qui doit intervenir, il va intervenir pour faire un audit énergétique qui répond dans le cadre de la préconisation de travaux
a des règles un peu strictes, on doit gagner tant d'étiquettes, et ma prime rénov, il y a des règles un peu strictes. Mais la personne peut tout à fait combiner les deux et faire ce qu'il faut pour que les deux sont valables. Et on le fait au quotidien, pour être clair, hein. On fait des milliers, des dizaines de milliers d'audits depuis l'année dernière, hein. C'est depuis 2023 même, pardon, mi-2023. Et ça, il n'y a pas y a pas de souci, hein. Et dernière petite chose, parce que là, il y a plusieurs commentaires là-dessus, pareil, pour nourrir un petit peu le débat concernant le prix de l'audit énergétique, où on a là plutôt pas mal de commentaires allant dans le sens un peu du prix, disons plutôt élevé d'un audit énergétique. Est-ce qu'Olivier, on peut éclairer aussi le coût pour un diagnostiqueur en termes peut-être de formation, de temps aussi alloué à la formation qui fait que bah, forcément on n'est plus en production, mais on doit aussi consacrer ce temps à la formation. Et puis peut-être la méthode de travail aussi et d'investigation qui est complètement différente, beaucoup plus poussée qu'un DPE. Oui, c'est clair. C'est bon. Alors, est-ce que c'est cher? Tout dépend. C'est cher par rapport à quoi? Mais la question, c'est est-ce que c'est plus cher qu'un DDT, qu'un DPE, etc. La réponse est oui. Globalement, même l'audit énergétique est en général plus cher que l'ensemble des autres diagnostics derrière. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas pour le plaisir d'augmenter ou de faire des tarifs. C'est réellement justifié. Il y a eu, on passe du temps dessus, beaucoup plus de temps sur ces audits énergétiques. Il y a un peu plus d'assurance, c'est que l'assurance coûte très cher, qui a payé derrière. On a de l'assurance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très cher derrière. On a des formations obligatoires pour vous donner un ordre d'idée, uniquement sur ce sujet-là, hein, en 2024. Donc pour tous les Jane Seekers, hein, y compris ceux qui ont 20 ans de métier, c'est 10 jours de formation. Donc vous faites le calcul, 10 jours de formation, ça va très vite, avec des examens de certification qui ont eu lieu également en 2024. Et chaque année, vous avez rebelote des formations continues et des examens. Et ça, c'est des coûts énormes à gérer. Mais la règle de base, c'est quand même le temps passé dessus, à réfléchir aux travaux, parce que normalement, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, les travaux doivent servir, doivent permettre les travaux préconisés dans l'audit énergétique doivent être le fil conducteur des travaux qui vont être réellement faits. On peut le donner à un maître d'œuvre, à une entreprise de travaux, à une enseigne de grande distribution de bricolage, etc. Ça va leur servir de fil rouge. Ils peuvent modifier parce qu'il y a plein de petits paramètres qui ne vont être pas pris en compte. Mais globalement, il y aura le fil rouge derrière. Ça permet également, on l'a dit, d'avoir des primes rénov', hein, j'aurais dit en monopropriété, ça permet d'avoir des primes rénov' derrière. Donc il y a un cadre bien précis et il faut rentrer dans ce cadre-là. Et donc il y a un engagement du diagnostiqueur qui fait que le coût peut être important. Donc c'est clair, hein, c'est plus cher qu'ailleurs. J'imagine, je ne vois pas les questions, mais que le problème vient que souvent ce sont des vendeurs de biens, passoires thermiques. Alors, on ne va pas généraliser, mais dans certaines régions, parfois, les passoires thermiques ne sont pas toujours les propriétaires, ne sont pas ceux qui ont des plus hauts revenus en permanence. Donc, il y a un petit engrenage là qui fait que c'est un peu compliqué au départ pour ça. Merci Olivier. De rien. Alors, un point important, l'audit, la visite est obligatoire, y compris pour, vous faites appel à un Jane Seeker qui a déjà visité le bien, il doit passer dans le bien, repasser dans le bien. C'est une obligation. Pourquoi on le met? Parce qu'on sait que, alors c'est toujours la marge, hein, la très large majorité des confrères travaillent très bien sur le sujet, et il y a quelques-uns à la marge qui peut-être oublient d'aller sur place, de se déplacer. Donc c'est important, on peut trouver sur Internet facilement des audits énergétiques vendus par des structures qui sont basées à l'étranger, qui vous permettent d'avoir des audits énergétiques pas chers. Il y a une responsabilité derrière, hein. Il y a une responsabilité du vendeur, des mandataires, enfin de tous ceux qui participent à l'acte de vente derrière qui est important. Il y a un nombre important de documents à donner. Rappelez-vous, c'est globalement dans tous les diagnostics. Plus nous avons des documents en amont, que ce soit diagnostic gaz, électricité, DPE, etc., mieux sera réalisé le diagnostic. Moins de contestations auront lieu derrière. C'est vraiment un point important. On reverra notamment pour les diagnostics copropriété. Alors, on regarde, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'audit énergétique. Vous aurez bien sûr les supports et la présentation en replay. On aborde tous les sujets. Et je le redis, hein, euh, nos 170 responsables d'agence peuvent venir vous rencontrer pour vous expliquer tout ça en détail. Ils sauront aussi bien que moi le présenter, voire mieux pour certains. Alors, l'audit énergétique, que contient-il? Il contient essentiellement des propositions de travaux et des estimations de coûts. Il y a également des indications de pathologie du bâtiment. C'est important. Et c'est comme tout, on a tendance à s'arrêter à la première page. Je vous conseille de lire les autres pages. Il y a des indications de pathologie derrière, la présence de traces d'humidité, par exemple, hein, la présence d'épaisseur, d'isolant souillé, etc., etc. Tout ça doit être indiqué dedans.
Et je dis pas peut, je dis doit être indiqué dedans. On doit, le Genseeker, qui serait donc l'auditeur énergétique, doit recenser les pathologies liées à la construction du bâtiment pour lequel il a la visibilité, etc., etc., mais il doit les indiquer dedans. On va indiquer également les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. C'est un impact. Hein. J'ai une façade classée. C'est pas parce que j'ai une façade classée que je ne dois pas faire de DPE d'audit. Le bâtiment total est classé au monument historique, etc. Donc, je n'ai pas à faire, mais il n'y en a pas partout. Le bâtiment est classé, je peux être classé parce que je suis à 200 mètres d'une église, qui est remarquable. Donc, éventuellement, je serai classé, mais ça n'empêche pas de faire le DPE et l'audit énergétique. Donc, tout ça va être indiqué dedans. Dans l'estimation du chiffrage, je reviendrai dessus après, on va indiquer les travaux induits. Les travaux, ce qui n'est pas toujours, ce qui n'est pas le cas d'IDPE, les travaux induits, c'est quoi? C'est je dois faire isoler par l'extérieur le pignon de la maison qu'on voit à l'écran. On peut deviner que j'aurai besoin d'un échafaudage ou d'une nacelle. On va tenir compte de ces prix. On va mettre un prix, mise en place de l'échafaudage, démontage, la nacelle, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long. On doit préparer, on doit indiquer tout ce qu'il faut. S'il faut déposer un faux plafond, c'est rare dans les biens, mais ça peut exister dans les biens immobiliers à usage d'habitation. On va l'indiquer, tout ce qui doit être déposé. Si je dois changer une chaudière fuel par une chaudière gaz, je vais intégrer le coût du changement de la chaudière fuel. On va démonter la chaudière fuel, c'est un coût, et je vais en mettre une autre. Donc il y a tous ces travaux induits qui vont être comptés dedans. On va indiquer les aides financières mobilisables derrière, et vous aurez une fiche technique complète du bâtiment. Donc l'audit énergétique est vraiment un document complet, d'où la raison qui fait que c'est pour ça que depuis début d'année, les seuls audits énergétiques qui sont valables, entre guillemets, sont les audits énergétiques qui sont faits, qui sont réalisés suivant la méthode dont je vous ai parlé à l'instant, y compris, je le redis, pour ma prime rénov. Comment les travaux sont chiffrés? C'est important, les chiffrages des travaux, on nous dit, mais c'est fait comment? Alors, c'est pas fait. Alors, on peut le faire de différentes façons. Je veux dire comment on le fait Diagamter. On ne le fait pas par rapport à des devis d'artisans. Des fois, on nous dit, mais pourquoi vous ne prenez pas des devis d'artisans? Parce qu'on peut tout avoir avec des devis d'artisans. On peut avoir des dérives également. On peut être en contact avec des artisans et avoir tendance, même indirectement, à force de rencontrer des artisans, à dire, à s'arranger, à faire des travaux malheureusement qui vont dans le sens de l'artisan des fois. N'oubliez pas, le Genseeker immobilier a une notion d'impartialité et d'indépendance. On y tient. Enfin, chez Diagamter, c'est vraiment un point ancré chez nous. Donc on ne voit pas, on ne fait pas de devis chez les artisans. Et puis vous pouvez tout avoir chez les artisans, des devis très bas, mais on peut des fois émettre des doutes sur la qualité des travaux derrière, ou des devis très élevés, on peut émettre des doutes aussi sur ce qui va être vendu derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit on va simplement utiliser l'outil leader sur le marché du monde des travaux, des artisans de la construction, qui s'appelle Bâti-Chiffrage, c'est très connu, on est très transparent. Bâti-Chiffrage, c'est leader. Beaucoup d'artisans en France, la majorité, hein, font des devis à partir de cet outil qui est très complet. Et on travaille sur le même outil. On va détailler le même outil, le montage de l'échafaudage, le montage de la chaudière, la mise en place des constructions. Tout est mis dedans. C'est une estimation, donc ça peut varier. On peut imaginer que des travaux faits à Biarritz, charmante commune, ou des travaux faits, alors je vais viser personne, on va dire au cœur ou au centre de la France, n'auront pas le même coût pour des travaux identiques. Parce que vous faites des travaux dans le 16e arrondissement à Paris, on peut souvent avoir des devis beaucoup plus importants. Donc c'est parfois relativisé suivant la région. Ensuite, quand on prend l'audit énergétique, on fait des devis par rapport à des vraies entreprises. On peut avoir, il faut en faire plusieurs. Déjà, nous on conseille, hein, toujours consulter plusieurs artisans. Et vous aurez la fourchette basse, la fourchette haute, etc., etc. Donc un outil très complet qui est bien évolué, qui est payé, hein, ça fait partie des coûts également, mis dedans, mais qui est très efficace et qui vous assure une indépendance, impartialité par rapport aux artisans. C'est-à-dire que les audits énergétiques que l'on fait, on n'est pas les seuls à le faire, hein, c'est pas pour mettre en avant simplement notre marque, mais on est basé sur bâti chiffrage, c'est-à-dire qu'on a un prix neutre, on n'a pas tenu compte, on n'est pas dépendant d'entreprises de travaux derrière, d'aucune entreprise de travaux. Donc voilà ce qui est estimé par cet outil qui sert de base de données dans beaucoup, beaucoup de choses, y compris dans certains ministères qui l'utilisent. Alors la nouveauté, je l'ai dit, et j'y arrive pour les audits, c'est les biens classés E, on était F et G. Mine de rien, on est à 40% des biens à peu près du parc immobilier français. Hein, je parle de l'habitation, bien sûr. 40% des biens qui sont classés E, F ou G. Dans certaines zones, et vous le savez, dans certains départements, certaines régions, on peut être à 60-70%. Hein, ça peut aller très très loin. Un point, je le mets parce qu'on nous questionne souvent dessus. Ça concerne, c'est une exception. On dit que c'est que la monopropriété, sauf les biens, les maisons individuelles en copropriété horizontale. Ces biens-là doivent être réalisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, votre diagnostiqueur Diagamter a le texte, hein, il y a un texte réglementaire qui est sorti, qui a été commenté par la DHUP.
auquel les Seekers ont accès, et qui explique bien que les maisons individuelles, donc l'autre copropriété, maison individuelle, dans une copropriété horizontale classée E, F ou G, doit faire l'objet d'un audit énergétique. Il peut y avoir quelques exceptions, mais elles sont rares et je ne vais pas rentrer dans le détail. Je continue, Paul. Les diagnostics Oui. en copropriété, c'est le dernier gros bloc, après on parlera de débroussaillement. Les diagnostics en propriété, une extension réglementaire, c'est des nouveautés. Disons que les nouveautés, c'est qu'on va au-delà de ce qui est fait auparavant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je présente là, parce que là, c'est ce qui existe pour les copropriétés existantes. Quels sont les diagnostics à faire? Je l'ai mis pour mémoire, parce que vous aurez accès au support. Vous pourrez regarder ça en replay. Donc les plombs, le diagnostic plomb partie commune, diagnostic amiant de partie commune, tout ça dépend des années. Le DPE, bien sûr, qui est obligatoire pour toutes les copropriétés. Pour le don de permis de construire est déposé avant le 1er janvier 2013. Les DTG, diagnostic technique global, bien plus de 10 ans. Les plans pluriannuels de travaux, les PPT. Donc tout ça sont des diagnostics obligatoires. Une petite distinction, ce qui m'intéresse, et vous l'avez certainement compris cette année, c'est le DPE et le PPT. Le PPT, plus exactement le PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux. Votre diagnostiqueur d'Aganter va vous faire le PPPT, le projet de plan annuel de travaux. La différence avec le DTG, il y a une différence déjà au niveau de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit, pour un bien, une collectivité, un bien collectif de plus de 10 ans, une copropriété de plus de 10 ans, doit soumettre en AG le fait de réaliser un DTG ou pas. On vote, oui ou non. Si la majorité dit non, on ne fait pas de DTG, il n'y aura pas de DTG. Le PPT, la question, ce n'est pas de savoir si on va le faire ou pas. Il n'y a pas le choix. C'est on doit faire le PPT. Le vote devra se faire uniquement sur le choix du prestataire. Il n'y a pas de dérogation, il y a quelques points, mais globalement, il n'y a pas de dérogation au plan pluriannuel de travaux. On peut constater encore de temps en temps certaines AG où on vote encore tel le DTG, et c'est normal par habitude. On s'est dit on fait de la même façon, est-ce qu'on fait ou pas le DTG? La question à poser, la résolution, c'est pas est-ce qu'on fait le PPT, c'est on doit le faire pour respecter la réglementation. C'est qui on va choisir. Donc ça, c'est une nuance quand même assez importante. Pardon, je vais passer assez vite sur la mise en copropriété. Il y a la même chose, bien sûr, et vous pouvez en plus avoir un état de descriptif de vision qui peut être fait s'il y a eu des modifications structurantes importantes. Vous savez certainement, si vous êtes client chez nous, on fait également les états de descriptif de vision, on recalcule les tantièmes. Ça arrive quand vous avez des travaux, on a des fois de temps en temps des biens qui ont 30, 40 ans où rien n'a été recalculé, on peut avoir des grosses différences, donc ça peut jouer de temps en temps. Ça peut être utile de le refaire. Et parmi ces diagnostics de réaliser dans le cadre de la copropriété, certains vont être utilisés dans le cadre de la vente ou la location d'un lot. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les nouveautés 2025. En 2025, quelle est la nouveauté au niveau des DPE dits collectifs? Le DPE collectif est obligatoire pour les copropriétés comprenant plus de 50 lots. 50 et plus, donc 50 jusqu'à des centaines, des milliers de lots, plus les immeubles en monopropriété. Les immeubles en monopropriété, c'est déjà le cas. Si vous avez vous gérez, vous avez des connaissances de biens en monopropriété, des immeubles collectifs en non-propriété qui existent, ils doivent déjà avoir leur DPE collectif. La question ne se pose pas pour eux. Pour les DPE collectifs, en copropriété, c'est le nombre de lots qui est important. Cette année, depuis le 1er janvier, c'est 50 et plus. Alors pour aller jusqu'au bout, c'est 50 depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui a 54 lots à usage d'habitation, 54 lots à usage d'habitation, là, aujourd'hui, vous n'avez pas fait le PPT, la loi ne dit pas il faut s'y mettre maintenant. Théoriquement, tout ça aurait dû être fini au 1er janvier 2025. Vous l'avez compris, et ça peut être normal, il y en a tellement à faire, tout ça est compliqué. La plupart se font maintenant, il y en a déjà qui ont été faits bien sûr, mais la plupart se font maintenant, mais ils sont réellement à faire parce que dès maintenant, vous êtes en retard si ça n'a pas encore été fait. Je reviens sur les fameux PPPT. Le projet de plan pluriannuel de travaux, il est obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Et il est à joindre à toute vente d'un lot des copropriétés de plus de 50 lots. Il y a une année de décalage. Le DPE collectif en copropriété, c'est les plus de 50 lots. Le PPT, on ne compte même plus les lots maintenant, c'est terminé. Tous les biens doivent être faits. En assemblée générale, on doit voter sur le choix du prestataire. On ne vote pas sur le fait on fait ou on ne fait pas. Tous les PPT doivent être faits. Premier point. Et deuxième point, pardon. Et le troisième point, c'est le PPT doit être joint à la vente d'un lot des copropriétés de plus de 50 lots. Et en 2026, on ne se posera plus la question, ça sera pour joindre à toutes les ventes de lots, quel que soit le nombre de lots de copropriété. Alors, ce que je vous dis, je ne vais pas le relire, ce que je vous montre là, c'est que c'est un diagnostic à réviser tous les 10 ans. On va dedans indiquer les grands travaux à faire
sur 10 ans. C'est pareil, on va les chiffrer. On utilise également, pour être transparent, les mêmes outils de chiffrage. C'est très complet. On passe beaucoup de temps dessus, je peux vous assurer. On a des équipes formées pour ça. Il y a un niveau, pour être clair, il faut être bac+3 bâtiment pour faire ça. On a beaucoup d'architectes chez nous qui travaillent intégrés dans nos structures, qui travaillent pour vous accompagner sur ces dossiers-là. Ce sont des dossiers très, très, très complets. Alors, une exception, je vous disais, pas de PPT à faire si le DTG, qui a déjà été fait par le passé, fait apparaître aucune nécessité de travaux. C'est assez rare, mais bon, c'est possible. Le bien est plutôt récent, il est bien géré, bien entretenu, bien construit. Pourquoi pas? Pour le moment, c'est pas à faire. N'oubliez pas qu'on doit le réviser quand même tous les 10 ans, donc, y compris le DTG, donc vérifiez qu'à un moment donné, ça ne sera pas à faire. Là, le choix qui est fait, qui est laissé au copropriétaire, c'est le choix du prestataire et le choix de lancer ou pas les travaux. C'est pas parce que le PPT dit on doit faire tel travaux qu'il faut le faire. Au copropriétaire de se décider. On le sait avec les immeubles, vous suivez un peu l'actualité des immeubles qui s'effondrent actuellement, il y a une responsabilité derrière. Et vous avez d'ailleurs, on va avoir arrivé dans des communes ce qu'on appelle les diagnostics structurels bâtiments, les DSB, qui vont être basés sur la base de PPT, qui vont avoir le même objet. Donc je le disais, la vente d'un lot pour un des biens depuis le 1er janvier 2025, pour des copropriétés de plus de 51 lots, je vends un lot, je devrais joindre le PPT à l'acte de vente. L'exception, c'est si le copropriétaire est déjà présent dans le bien. C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà accès au PPT, donc on ne va pas lui remettre. C'est déjà le principe. Mais sinon, c'est une obligation. On peut savoir, notre expérience nous montre que dans le temps, dans les actes de vente, on oublie de joindre le PPT ou le PPPT. Dernière grosse nouveauté, l'état des risques et pollutions, l'obligation légale de débroussaillement. Qu'est-ce que c'est? Là, vous avez une carte de France, là. Dans toutes les zones en rouge, alors la carte de France est une carte publique, pour vous donner les liens également. C'est sur GeoRisque, fait par l'État. Vous avez les liens, les endroits, les zones concernées. Alors on ne le voit pas parce que là c'est un petit plan, vous en avez un peu partout. Vous en avez en Bretagne, vous en avez là, je ne sais pas, on doit être du côté de Mâcon, Dijon, quelque part par ici. En gros, vous tracez la ligne, vous voyez, on va prendre Saint-Malo et on va tracer jusqu'à Besançon. En dessous, il y a beaucoup de communes concernées, il peut en avoir au-dessus, et la carte peut évoluer. C'est pour ça qu'on doit à chaque fois, avant toute location et transaction, s'assurer, vérifier que la mise à jour de la carte. Alors, à quoi sert cette information légale de débroussaillement? C'est-à-dire, on doit, pour toute transaction location, dire si on est concerné par des obligations légales de débroussaillement. En gros, je suis à Lille, a priori, à l'heure actuelle, je ne suis pas concerné par des obligations légales de débroussaillement. Je suis du côté de Rennes, vers Rennes, je peux être concerné par des biens, par des obligations de débroussaillement. Je suis dans le sud-ouest, je suis en Corse, vous voyez, la Corse, on n'a même pas le choix. Je suis concerné par des obligations légales de débroussaillement. Donc l'information doit être transmise absolument au candidat acquéreur et au candidat locataire. Pour simplifier, c'est quoi? On va dire, vous êtes dans une zone concernée, est-ce que vous devez débroussailler? Si vous êtes à moins de 200 mètres, je simplifie aussi, de garrigues, de forêt, etc., votre bien est à moins de 200 mètres de forêt, dans ces zones-là, vous êtes concerné par des obligations des débroussaillements. En quoi consistent ces obligations de débroussaillement? Vous devez débroussailler 50 mètres autour de chez vous, y compris si sur les 50 mètres, admettons qu'à 30 mètres, vous avez votre voisin, l'obligation va se reporter au voisin. Enfin, l'obligation s'importe à vous d'informer le voisin. Le gouvernement, l'État conseille d'écrire au voisin, en recommander même pour bien être sûr qu'il a bien une information. Donc il y a des règles c'est assez important parce que pourquoi c'est sorti? Parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de problèmes d'incendie avec le réchauffement climatique. Il n'y a pas que le réchauffement, mais globalement c'est le cas. Et donc les obligations sont très surveillées, très suivies. Cette obligation n'est pas nouvelle. L'obligation de débroussaillement, je ne sais plus la date en tête, mais ça doit bien faire 20-30 ans que ça existe. Ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est l'information et les sanctions derrière qui sont mises en place si on ne les respecte pas. Donc à bien vérifier, à voir avec votre diagnostiqueur. Ça peut aller jusqu'à l'annulation de la vente en cas d'absence. Et ensuite, des amendes de 50 mètres carrés. Ça, c'est pour absence de débroussaillage, si c'est le cas. S'il y a incendie derrière, destruction de bâtiments, etc., ça va au-delà. Il peut y avoir d'autres poursuites derrière. Ça peut aller beaucoup plus, c'est beaucoup plus grave et plus important. Je vais finir par ça. J'ai un peu accéléré à la fin, je suis désolé, mais je veux qu'on puisse échanger un petit peu. Je finis par ça, je vais aller vite. Sachez uniquement que les job seekers vont être plus contrôlés en 2025.
On a différents systèmes de contrôle sur les diagnostics amiantes, sur les diagnostics DPE, etc., qui vont permettre aussi de rendre des pratiques plus fiables et plus homogènes au sein de la profession. Donc en synthèse, des nouveautés sur les DPE, DPE vente, transactions, avec notamment l'interdiction de louer. Un point clé, c'est pour les nouveaux Airbnb, une obligation de faire réaliser un DPE. Les DPE projetés, les DPE avant travaux, après travaux sont de plus en plus utilisés dans le cadre de crédit bancaire. Et vous avez des banques actuellement qui sont en train de proposer des produits de prêts associés à ces différents DPE. La copropriété, la continuité. Maintenant, tous les DPE collectifs de plus de 50 lots, c'est à faire pour les copropriétés. Pour les monopropriétés, c'était déjà le cas, quel que soit le nombre de lots. Les PPT, on ne se pose plus la question du nombre de lots, on se pose la question, est-ce qu'on a choisi le prestataire et est-ce qu'on va faire les travaux prescrits ou pas? C'est un point quand même clé derrière. Le PPT d'ailleurs peut être financé par les fonds de travaux derrière, pour les syndics qui nous écoutent. Et on a fini par le risque incendie avec les débroussaillements. Alors on dit débroussaillement, débroussaillage, les deux sont possibles dans la réglementation. Ils ont statué sur les broussaillements, donc on va utiliser le terme débroussaillement. Donc beaucoup de nouveautés en 2025. J'ai été vite parce que je voulais, et avec Paul, on tenait absolument à rester dans l'heure derrière. On va pour répondre, Paul, s'il y a quelques questions, on peut bien sûr les prendre. Et je leur ai dit, contactez vos agences Jagamter locales pour répondre à l'ensemble de vos questions. On a des supports beaucoup plus fournis, hein. Là, c'est une petite synthèse. Et pour entrer dans les détails, parce que dans tout ce que je dis, il y a toujours des nuances, des exceptions. C'est la beauté, on va dire, de la réglementation française derrière qui fait que ça peut varier. Merci Olivier. Alors, écoutez, comme disait Olivier à l'instant, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos diagnostiqueurs, puisque je vois qu'il y a aussi des questions qui sont parfois sur des dossiers ou des choses comme ça qui sont un peu plus précises. Cela dit, dans les quelques questions qui restent, je les ai regroupées un peu en trois thèmes. Le premier, Olivier, cela concerne, j'ai envie de dire globalement, les sanctions. On a des questions autour donc du projet de plan pluriannuel de travaux, hein, en vrai c'est le PPPT, et aussi concernant l'information du débroussaillement. En gros, y a-t-il des sanctions et de quel ordre si elles existent? Alors, il y a des sanctions et malheureusement, il y a des cas concrets. Je vais vous prendre l'exemple de cas concrets. Alors, j'aurais dit, nous sommes, je vais être très pratico-pratique, nous sommes à Toulouse, le siège est à Toulouse. On a quelques immeubles qui se sont effondrés, menacés de s'effondrer. La responsabilité pour les copropriétés, les immeubles en copropriété, la responsabilité du syndic a toujours été recherchée, toujours, hein, dans les cas présents, hein, nous on travaille avec les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, a toujours été recherchée parce que, en l'occurrence, dans la plupart des biens, c'était des biens dont le PPT aurait dû être fait. Alors certaines fois, il a été fait, donc peut-être tout n'a pas été noté, puis tout n'est pas mis dans le PPT, donc on ne peut pas dire parce qu'un immeuble s'effondre, le J-Seeker est en tort, mais c'est un point important. Donc des poursuites ont lieu, suite d'expertise, etc. Donc il y a des poursuites qui ont lieu. Après, il y a des sanctions quand même classiques pour la non-réalisation des diagnostics, hein. Il y a toujours des sanctions classiques pour la non-réalisation des diagnostics. En général, c'est autour de 9 000 euros. Je ne rentre pas dans les détails. La plupart des diagnostics, c'est autour de cette somme-là. Après, c'est le constat. C'est à quel moment on va constater. Il n'y a pas quelqu'un qui passe en revue. Je ne parle pas des actes de vente, hein, mais il n'y a pas personne qui passe en revue de savoir si les diagnostics ont été faits. Donc, à un moment donné, ça arrive toujours, malheureusement, quand il y a un souci, où vous avez un locataire de l'immeuble qui va porter réclamation pour un sujet divers et varié, des risques d'effondrement, des fissures qui apparaissent. Et là, on va commencer à questionner des associations liées à protection des consommateurs qui vont répondre naturellement, sont des juristes, est-ce que vous avez bien le PPT dans le bien, etc., etc. Et c'est là où ça va aller. Donc après, pour répondre, on peut avoir des sanctions financières derrière pour non-réalisation, mais souvent c'est peu constaté parce qu'il faut que quelqu'un porte réclamation derrière. Et souvent, quand on le constate, on fait faire le PPT parce que ça coûte moins cher de faire le PPT que de payer la chose derrière. Le problème, c'est quand les fissures apparaissent ou Oui, des litiges apparaissent, clairement. Et là, on toujours arrive comme ça que ça se passe, hein. dans les Mm. civils. Je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai été expert judiciaire pendant 10 ans. Ces dossiers-là, je les ai traités pendant quelques années. C'est très compliqué, ça peut coûter cher, ça dure longtemps. Et ça peut aller jusqu'à la mise en danger de la vie d'autrui, hein, dans ces dossiers-là. Allez, on revient un tout petit peu en arrière avec aussi là une question qui concerne le DPE, enfin deux sujets, disons deux questions qui concernent le DPE, mais la première, cela concerne en fait, et c'est vrai qu'on l'a souvent, hein, c'est l'estimation du coût annuel des énergies. Donc on a quelqu'un qui nous dit bonjour, comment vous estimez le coût annuel des énergies du logement? J'ai souvent des remarques de la part des propriétaires entre nos chiffres et la consommation réelle. Ça serait que ça revient. Est-ce qu'on peut éclairer ce point peut-être?
Oui, oui, c'est une très bonne question. Euh, et c'est une question clé. Moi, je pense que c'est peut-être que si un point à maîtriser, c'est ça. Parce que les gens sont étonnés. Moi, je consomme moins, je consomme plus, etc. Pour être clair, il y a des réclamations. Hein. On entend, mais moi, j'ai moins consommé. Souvent, on nous réclame qu'on a plus consommé. Et je vais vous expliquer comment, en quelques lignes, comment c'est fait. Donc, le DPE, c'est une méthode conventionnelle. Donc, le DPE va considérer, je vais simplifier un peu, hein, mais va considérer que pour un T4, il y a quatre habitants, un couple et deux enfants. Ils vont prendre des douches. Ils vont considérer qu'il y a un litrage moyen de douche qui va être fait, d'où la consommation, par exemple, en eau chaude sanitaire. Pour les besoins de chauffage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire toute l'année, pendant la période de chauffe. La période de chauffe, c'est de novembre à mars. On chauffe tout le temps à 19 degrés, sauf la nuit. On chauffe tout le temps à 19 degrés, sauf la nuit, sauf une semaine pendant cette période. Moi, c'est bon, personnellement, donc je suis en couple avec deux enfants, on ne chauffe pas tout le temps à 19 degrés, l'énergie coûte cher, donc il y a des fois on n'est pas là, on va éteindre, dans la journée on va diminuer, etc., etc. Donc le DPE qui a été fait dans mon bien estime des consommations supérieures à ce que je fais réellement parce que je fais attention à mes consommations. Si je suis dans le fameux T4 ou dans mon bien, je vends mon bien et vous avez une famille de 6 qui arrive dedans, bon, il va être un peu serré, mais admettons 6 dedans, ils vont beaucoup plus consommer derrière. Donc eux, leur consommation réelle va être largement supérieure à la consommation estimée du bien. Je vous dis un DPE, on estime que monsieur et madame Martin, monsieur Martin, si c'est un studio, madame Martin, comme vous voulez, qui achète un bien et qui va acheter le bien dans toute la France. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, ils vont consommer du chauffage de la même façon, je sais pas, ils seront tout le temps là à 19 degrés, ils vont prendre le même nombre de douches, quel que soit le bien, etc. Et on compare les biens entre eux. C'est pour ça que c'est une estimation. Parce que le faire en réel, parce qu'ils me dire, mais pourquoi on ne le fait pas en réel? Mais parce que la plupart du temps, si on le fait au propriétaire qui met en vente, c'est pas lui qui va occuper le bien après derrière. Donc il peut avoir des surprises. Donc il y a une base qui a été faite, et on s'est dit dans toute la France, on dit que voilà la famille Monsieur et Madame Martin vit comme ça, prend un nombre de douches limité, raisonnable, consomme à 19 degrés tout le temps, et vous savez, vous pouvez en avoir certains. J'en connais qui mettent à 22, 23, 24 degrés chez eux, d'autres qui vont plutôt être tout le temps vivre dans le grand froid, donc ça dépend des consommations derrière. Et donc voilà, donc ça peut énormément varier, mais la consommation est quand même basée sur un calcul réel. C'est basé sur un calcul réel qui dépend d'une famille type française qui vit en France et avec un fonctionnement du bien classique. Merci Olivier. Et allez, pour finir sur ce webinaire, quand même, on a une remarque qui était intéressante, c'est peut-être sur la capacité des diagnostiqueurs en fait à réaliser la préconisation des travaux. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on en entend parler aussi hein, dans les médias aussi parfois sur la capacité, le niveau de formation des diagnostiqueurs peut-être. Est-ce qu'on peut rassurer les personnes qui sont présentes ici et peut-être c'est un peu aussi notre différenciation assez forte, hein, notre savoir-faire avec la direction technique que tu représentes, Olivier, sur justement aussi la mise en place de formation, d'accompagnement. C'est ce qu'on fait aussi lors des réunions pour redescendre les informations et les textes réglementaires afin qu'ils soient bien adaptés sur le terrain. Comment on fait pour rassurer les gens de se dire, voilà, les audits énergétiques sont quand même bien faits, les DPE sont quand même bien réalisés. Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, je vais parler de Diaganter. C'est pas pour, je veux dire, mettre en avant, ben, on est là aussi pour ça, mais c'est la réalité. Euh, euh, Paul l'a dit, hein, on est depuis 1997, la fibre technique est là aussi dans notre ADN. Donc on a une direction technique importante. Vous avez des ingénieurs, vous avez des architectes, etc., qui travaillent au sein des directions techniques. Leur métier, c'est de fiabiliser, d'homogénéiser les pratiques au sein de la France et d'augmenter les compétences chaque année de nos techniciens. Donc il y a des contrôles, il y a des audits, etc., qui sont y compris prévus par la réglementation. Nous-mêmes, on est amené à faire des contrôles. Il y a beaucoup, beaucoup de formations. On dit souvent que nos diagnostiqueurs sont des éternels étudiants, hein. Ils passent beaucoup de journées chaque année sur ces techniques-là. Et après, ça va même au-delà. On travaille, et clairement, je parlais tout à l'heure de la norme DPE, j'anime personnellement, je suis l'animateur du groupe de travail de la norme DPE en France. Je suis vice-président de SIDIAN, le premier syndicat des diagnostiqueurs immobiliers. Et ben, mon boulot, c'est de porter la bonne parole pour s'assurer que partout en France, on travaille correctement. Si ça n'est pas le cas, pour être clair, on fait la chasse à ceux qui ne travaillent pas correctement. C'est une partie de mon activité. Heureusement, il faut toujours relativiser, la majorité, y compris chez nos confrères, travaille très bien. Donc, quelle que soit la taille, hein, il y a des choses derrière, mais il y a un minimum de méthodes à avoir. Faire un audit énergétique, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Des coûts bas sont toujours suspects. On parlait tout à l'heure des tarifs. Un tarif bas en audit énergétique, c'est très suspect. C'est source de problèmes derrière. Un petit rappel réglementaire
et vous êtes concerné derrière, l'auditeur énergétique, pendant 5 ans, doit répondre à toute question liée à l'audit énergétique qu'il a fait. Il s'engage pendant 5 ans à répondre à toute question, maître d'œuvre, etc., etc. Ça n'est pas anecdotique, l'engagement. Ce n'est pas le cas du DPE. Le DPE, on peut faire DPE et on ne répondra pas. Nous, on répond parce que c'est notre engagement. On vous répondra dans les dizaines d'années depuis 28 ans, on répond à toute question posée et on continuera. Mais l'audit énergétique, c'est même la réglementation qui l'impose. Donc faites attention, choisissez bien votre auditeur énergétique, surtout que l'audit énergétique, il a un coût, tant qu'à faire, tant qu'à payer une certaine somme, autant qu'il soit bien fait et autant qu'il soit profitable aux propriétaires et surtout au candidat acquéreur qui pourra en faire des travaux, qui pourra se projeter. On a des aides, on intègre les aides, on essaye de faire les travaux plus justes pour gagner de performance sans rien oublier. Les fameux travaux induits, l'échafaudage, etc. Donc avoir une vision globale. Donc il y a un grand travail qui est fait derrière pour que les audits énergétiques soient fiables et soient surtout utiles. Faire des diagnostics qui ne servent à rien, c'est pas notre volonté. Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence. Je vois encore Paula qui vient d'envoyer une question. Sincèrement, désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a un certain nombre de questions. J'ai essayé de regrouper quand même par thème pour que ce soit assez digeste aussi pour Olivier. Merci, UU, qui a été très, très actif lors de ces webinaires. Merci à tous. Évidemment, comme disait Olivier, bah, on ne peut que vous diriger vers vos diagnostiqueurs aussi pour les questions. Sur notre site internet aussi, on vous le rappelle, hein, www.diagamter.com, où on a une veille réglementaire quand même et une actualité qui est, j'ai envie de dire, quasi quotidienne. Hein. En tout cas, une fois par semaine minimum, vous avez une actualité qui est publiée et vous pouvez vous y abonner hein, pour recevoir aussi nos newsletters. Un dernier mot peut-être pour la fin, Olivier. Merci Paul. Donc, merci Paul déjà de m'avoir assisté dans ce webinaire. Merci à tous pour votre écoute. Vous voyez que c'était assez dense, 1 heure était assez dense. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. J'ai pas vu, j'imagine qu'il y a de la frustration dans ce type d'exercice. On fait régulièrement des webinaires, notamment spécialisés sur les copropriétés, les DPE, etc. On peut les faire. Donc n'hésitez pas à nous consulter, regardez pour ça. Paul l'a dit, on a des magazines même qui existent, un magazine papier que vous pouvez recevoir très complet. On est là aussi c'est partie de notre travail, c'est partie de notre volonté de répondre à vos questions, de vous accompagner sur vos différentes activités qui sont difficiles et surtout dans les temps actuels. Donc on est bien sûr, on vous accompagne là-dessus et on est avec vous. Donc merci pour votre écoute, merci à tous et à très bientôt j'espère. Et le webinaire sera en replay bien sûr.